Notre intuition est très importante aussi par rapport à ça. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu plus de la blessure du rejet. Et je voulais justement, donc je vais vous partager un petit PowerPoint. Alors, perso, j'aime bien ça, pas trop, mais de temps en temps, oui. Pourquoi? Parce que la blessure du rejet, c'est quand même une blessure qui est très, très présente dans notre société. Et pas tout le monde en a forcément conscience, mais la majorité d'entre nous euh, ont cette blessure ou vibrent cette blessure de rejet. Or, il y en a certains qui vont peut-être dire oui, mais non, mais en fin de compte, quand il s'agit de, dès que vous posez la question, ah, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Ou je dois faire des choses pour plaire aux gens, où on a peur des critiques des autres, il y a la blessure de rejet qui est présente. Pour certains, c'est plus léger, pour d'autres, c'est plus intense, mais la blessure de rejet est vraiment, et ça j'ai pu le voir surtout aussi ces 5 dernières années, est une blessure qui est quasi omniprésente dans, j'ai envie de dire, dans une bonne partie des personnes dans notre société. Donc forcément, si notre société vibre pour une grande partie cette blessure de rejet, vous imaginez je ne vais pas dire les dégâts, mais donc la vibration, les intentions, les frustrations, les blessures, les peurs que cela engendre dans notre manière de fonctionner individuellement. Et comme toute collectivité est constituée d'individus, ben donc du coup, quand on va extrapoler ça, donc on va accumuler les individus qui vont créer une collectivité, vous imaginez comment la collectivité, du coup, est également influencée par l'individu qui constitue cette collectivité. Mais le changement ne se passe pas à l'extérieur de nous, le changement se passe à l'intérieur de nous. Donc si on veut que quelque chose change dans notre monde à l'extérieur, c'est à l'intérieur qu'il faut aller voir. Le monde que nous vivons, que nous percevons à l'extérieur de nous, à travers nos yeux, à travers nos sens, ne sont rien d'autre qu'un reflet de ce que nous vibrons à l'intérieur, des croyances qu'on a, bloquantes et élargissantes, des mémoires transgénérationnelles qu'on a, des mémoires karmiques qu'on a, des mémoires collectives qu'on a. L'entièreté de notre réalité est conditionnée par toutes ces choses-là que nous, qui sont, on va dire, intégrées vibratoirement dans notre être, aussi dans nos mémoires cellulaires épigéniques, notamment nommées épigéniques. Donc, pour savoir ce qu'on aimerait changer à l'intérieur de nous, parce que des fois, il y a des personnes qui me disent, oui, mais bon, moi, je ne sais pas sur quoi travailler. Je dis, bah, regarde ta vie à l'extérieur de toi. Qu'est-ce que tu aimes dans ta vie, dans les différentes sphères de notre vie? On va en parler un peu plus en détail la semaine prochaine lors du défi. Donc, identifie ce que tu aimes dans les différentes sphères de ta vie. Et puis, quels sont les éléments que tu aimerais voir changer dans les sphères de ta vie? Et dès qu'on identifie des choses, ah, ça j'aimerais changer, ça me convient plus, hop, maintenant on sait sur quoi on va pouvoir travailler, mais à l'intérieur de soi. Donc notre monde extérieur est littéralement un reflet. C'est la seule manière pour aller voir quelle est la mécanique à l'intérieur de nous. Bonsoir Farah. Comme on ne sait pas s'ouvrir soi-même et s'auto-regarder avec une loupe pour voir, comme la mécanique d'une voiture, par exemple, hein, d'aller voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne pas, ce boulon, il est rouillé, il faut le virer, ce boulon, il n'est pas à sa place, il faut le mettre autre part. La seule manière pour nous de voir toute notre mécanique intérieure, c'est à travers notre vie qui est vécue, qui est expérimentée à l'extérieur de nous. On va rentrer beaucoup plus en détail par rapport à ça la semaine prochaine lors du défi. Mais donc, pour les personnes qui se disent, bah, je ne sais pas trop sur quoi travailler, posez-vous tout simplement la question, qu'est-ce que aujourd'hui j'aimerais pouvoir changer dans mon monde extérieur? Et alors, ça vous donne une belle indication de ce que vous allez pouvoir changer à l'intérieur de vous. Donc, quand je dis changer, ça veut dire aller prendre conscience des blocages ou qu'est-ce qui vous limite ou qu'est-ce qui fait que vous vivez ça dans votre quotidien, que vous explorez ou que vous expérimentez certaines situations dans votre quotidien. Et puis par la suite, une fois que on prend conscience de certaines choses, on va aller beaucoup plus en profondeur et voir maintenant quelles s'agit-il de croyances limitantes dues à l'enfance, s'agit-il des mémoires
transgénérationnelle qu'on a reçue. Donc, nos cellules détiennent jusqu'à 14 générations de mémoire transgénérationnelle ou épigénique. Donc, ça veut dire vous détenez jusqu'à 14 générations en arrière de vos arrière, 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 arrière grands-parents en vous, c'est-à-dire tout ce que eux ils ont vécu, en bon et en moins bon. Donc, les mémoires épigéniques, comment elles se créent? Elles se créent par des expériences à intensité ou à émotion intense, que ce soit élevé ou très bas. Élevé ou très bas, donc c'est-à-dire intense, très joyeux, génial ou ultra douloureux, tristesse, souffrance. Quand c'est à intensité très élevée, que ce soit haut ou bas, c'est comme un ordinateur, c'est enregistré sur le disque dur, nos mémoires cellulaires. Et c'est transmis ainsi de suite de génération en génération, en génération, en génération. Donc vous imaginez que on ne peut même pas être conscient de toutes les mémoires que nous détenons dans nos cellules, dans l'ADN de nos cellules, mais je peux vous dire que c'est un pactole, c'est une librairie littéralement de vécu, d'expériences humaines, de sagesse, de connaissances, bonnes et, alors je ne vais pas dire bonnes et mauvaises, on va dire plutôt intenses des deux côtés, qui permettent l'exploration de qui nous sommes, en fin de compte, des êtres divins ici dans cette dimension de conscience. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un petit plus pour nos enfants à l'intérieur de leur être. Donc c'est le plus beau cadeau qu'on va pouvoir donner en étant parents. C'est cette transformation pour nous. C'est un cadeau direct qu'on donne à nos enfants. Et donc en plus de ça, au passage, on a une inspiration pour eux et on arrive à beaucoup mieux les accompagner dans leurs défis aussi de la vie et les challenges qu'ils vont pouvoir rencontrer. Ça résonne ça pour vous, ce que je vous dis là à ce niveau-là? Marquer quelque chose, partager vos petits retours. Si ça résonne pour vous, vous pouvez partager ça dans le chat. All right. You! Yes, Karine! Magnifique! Super, génial. Super go, Sandra, génial. Je kiffe à fond. Top. Alors, on va un petit peu plus s'axer sur la blessure du rejet. Donc, je regarde ici pour partager. Alors, donnez-moi juste un instant. Zoom. Dale, all right. Où te trouves-tu? Oups, voilà. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'aime bien de temps en temps partager des choses. OK. Alors, la blessure de rejet, donc au fait, bon, il y a des choses que vous connaissez déjà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Ce qui est important ici, moi, c'est surtout qu'on va voir dans quelques instants, c'est comment les choses sont codifiées et comment les codifications au niveau de nos mémoires cellulaires et de notre subconscient va créer et recréer chaque fois et encore notre environnement, donc notre réalité, et comment pouvoir en sortir si le moment où on prend conscience qu'on en a marre d'en avoir marre et qu'on veut aller de l'avant. Donc, on parle ici, évidemment, c'est une des fameuses blessures de Lise Bourbeau. Donc, la blessure du rejet, c'est une blessure évidemment émotionnelle qui a surtout été vécue lors de notre enfance, qui peut être très intense, euh, vécue de manière très intense, qui ne doit pas forcément être vécue intensément par notamment le parent. Donc, un parent peut faire des faits et gestes, avoir des comportements qui sont tout à fait autrement interprétés par l'enfant de manière disproportionnelle, hein, donc selon le parent, mais pas du tout pour l'enfant. Donc il s'agit ici vraiment de remettre dans le contexte de comment l'enfant a vécu la chose. Le fait d'en prendre conscience et que en travaillant sur les libérations de nos blessures émotionnelles, on va comprendre que nos parents ont fait toujours du mieux qu'ils ont pu. Et je sais que c'est pas toujours facile à entendre cela, mais je vous parle de vraiment d'expérience et le prochain momentum, le prochain préchauffement, je vais parler un peu plus de ma situation personnelle, de mes blessures, comment je les ai vécues, et ce que comment ça a déterminé ma vie pendant longtemps, et surtout quels sont les magnifiques apprentissages aujourd'hui que je peux vous dire
avec une sérénité, une gratitude infinie que j'ai pu intégrer grâce à ça de mes deux parents. Alors mon papa, il est décédé entre-temps, ma maman est toujours vivante. Et je suis très heureuse de ça parce qu'aujourd'hui, nous avons la plus belle relation possible et imaginable. Et j'ai pu montrer ça à mes enfants aussi. Donc mes enfants, ils ont connu une maman qui était mais en conflit mais perpétuel avec leur grand-mère, donc ma mère. Et là, ils voient mais complètement l'opposé. C'est un chiffre de 180 degrés. Et je suis tellement fière qu'aujourd'hui, j'ai pu leur montrer que le changement est absolument possible. Absolument. C'est une inspiration que je suis pour mes enfants à ce niveau-là. J'en suis tellement heureuse et j'ai énormément de gratitude qu'ils ont pu vivre ça encore à un jeune âge. Du coup, c'est intégré dans leur être, dans sa totalité et également dans leur subconscient et ça va pouvoir justement les aider plus tard dans la vie pour savoir que rien n'est insurmontable. Tout est surmontable si on se donne les moyens et on se donne le temps. Donc, c'est d'avoir vécu, d'être repoussé ou non reconnu. Donc, la non-reconnaissance est quelque chose de très, très présent. Donc, la non-reconnaissance, c'est tais-toi, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu dois t'habiller autrement, tu peux pas être qui tu es, sois plus silencieuse, à la table, on se porte comme ça, et ainsi de suite. Donc, la non-reconnaissance, donc, c'est-à-dire vraiment de stopper toute une partie de l'expression de l'enfant à être qui il est à ce moment-là et donc de l'amener dans une partie négative, c'est-à-dire que cette partie-là que cet enfant exprime est connotée ou jugée comme étant non conforme à la norme et donc ne rentre pas dans la norme, donc est différent. Quand c'est différent, c'est pas accepté, donc il faut le ramener dans ce qui est, on va dire, la norme, qui ne forcément ne correspond pas à chaque enfant. Donc, l'empêcher de s'épanouir, on parle ici aussi souvent, les enfants, ben, ils ont leur passion de cœur, des choses qu'ils adorent, et ainsi de suite, et qu'on ne leur permet pas de pouvoir l'explorer. On dit, de toute façon, plus tard, ça ne va pas aller, c'est pas avec ça que tu vas gagner ta vie, et ainsi de suite. Je pense qu'on reconnaît chacun ça d'une manière ou d'une autre. Du mépris, donc beaucoup de critiques, jamais être assez bien. Euh, ne jamais être à la hauteur ou pas assez. Donc, je vais enlever le mot jamais. Donc, ne pas souvent être à la hauteur ou souvent être critiqué, souvent être jugé, souvent être peut-être, voire même un petit peu ridiculisé, euh, de refus ou de dénigrement. Voilà, donc tout ça, ce sont que quelques éléments, mais ce sont les éléments qui reviennent le plus souvent par rapport à cette blessure de rejet que j'ai pu vraiment constater lors de ces 5 dernières années, depuis que j'accompagne diverses personnes dans justement le travail de leurs blessures émotionnelles. Alors, donc l'origine, évidemment, ici, on parle souvent d'un manque d'amour quand on est enfant, un manque d'amour, être ignoré, être mis de côté. Donc, il y a toute cette partie-là. On parle vraiment de maltraitance physique, maltraitance psychologique, on parle d'abus. On parle de différence de traitement au sein de la fratrie, donc un frère, une sœur qui reçoit tout, l'autre rien. On a l'impression que le parent vous punit toujours et l'autre, bah, il passe toujours, il arrive à comme ça. Un parent qui est beaucoup plus dur avec certains qu'avec d'autres, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment un déséquilibre dans la manière comment l'éducation est donnée et partagée vis-à-vis de la fratrie. On a un amour parental qui est donné sous condition. Donc, si tu es sage, tu vas avoir ça. Si tu écoutes, tu recevras ça. Si tu te tais, tu vas... si tu arrêtes de faire tes conneries, et ainsi de suite. Donc, c'est un amour conditionnel. Alors, on va en parler aussi lors de justement le momentum shift. Il y a des différents types d'amour, mais dès un jeune âge, beaucoup de parents, inconsciemment, parce qu'on a reçu ça aussi, et moi je l'ai reçu aussi, et je l'ai transmis au début aussi à mes enfants, c'est un amour sous condition. Tu fais ça, tu reçois ça. Tu ne fais pas ça, tu ne recevras pas ça. Donc, c'est du conditionnement. Donc, on conditionne dès un âge très jeune que l'amour est donné ou partagé selon certaines règles, selon certaines conditions. Or, et c'est ça souvent qu'on met en avant, on parle d'amour inconditionnel. C'est d'aimer
sans condition, en absence de condition. Donc, dans la théorie, c'est très sympa. Le comprendre, c'est très bien, mais le vivre et l'implémenter, le pratiquer, le mettre en action, le ressentir pleinement, ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça se travaille, tout ça. Donc, on est capable de déprogrammer et de reprogrammer plein de conditionnements qu'on a reçus tout le long de notre vie. Ça demande du temps, ça demande de l'engagement envers soi-même, ça demande de la motivation, ça demande de la persévérance, mais c'est absolument, absolument à 100% possible. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes maîtres de notre destin, c'est-à-dire nous avons toutes les clés en nous pour changer les choses. Donc ça, c'est super. Donc on dépend de personne que de soi-même pour pouvoir mettre les actions en place pour permettre de changer, de transformer tout ça. Le manque de communication, on a des parents qui sont silencieux ou des parents qui... donc moi, par exemple, ma maman, elle hurlait tous les jours, plusieurs fois par jour. C'était sa manière de communiquer à travers le hurlement et la colère. Donc j'ai connu, évidemment pas à 100%, mais on va dire 80% du temps, c'était hurler et crier. Donc moi j'ai connu ça dans mon éducation tous les jours. Il y a des jours plus, des jours moins, mais c'était tous les jours présent. Du coup, ma manière de communiquer au début avec mes enfants, c'était à travers le hurlement. Donc parler doucement, c'était du jamais vu. J'ai appris à parler doucement, j'ai appris à prendre conscience que comme j'ai reçu ça pendant mon éducation, c'était normal pour moi. Et c'est quand j'étais dans d'autres, la famille de mes amis, par exemple, où je voyais que ben, les gens, non, les parents, ils parlent calme. Euh, dès que, par exemple, l'enfant fait une connerie, le parent est calme, il est zen, il hurle pas, ça gueule pas dans tous les sens, ça part pas en biberine. Ah, on réalise, tiens, il y a une autre manière de... Mais comme c'est tellement ancré en soi, c'est plus fort que nous. Donc c'est OK. Maintenant, c'est est-ce que j'en prends conscience? Oui. Et maintenant que j'en prends conscience, là, on a le choix. Est-ce que je décide de faire quelque chose ou est-ce que je vais maintenant dire c'est plus fort que moi, donc j'y arrive pas. Et c'est là la différence entre les personnes qui arrivent à avoir des transformations profondes et des personnes qui stagnent et qui font du surplace et qui revivent encore et encore et encore. C'est au moment où on prend conscience, on se dit maintenant c'est bon, je veux changer quelque chose, que les choses ont commencé à changer. Ne pas avoir été entendu, notamment sur le plan émotionnel. Oh, t'exagères, tais-toi, c'est toujours la même chose avec toi, tu dramatises, et ainsi de suite. Donc, c'est littéralement mettre de côté l'émotion de l'enfant et de le banaliser, de le vulgariser, si je peux dire ça comme ça, de ne pas le prendre au sérieux. Alors, ça ne veut pas dire que, en tant que parent, on doit partir à la rescousse de l'enfant et que dès que l'enfant pleure, il faut... Ah non, mais prendre en considération que l'enfant vit des émotions et c'est de plutôt accompagner l'enfant à pouvoir intégrer son émotion. Parce qu'un traumatisme, qu'est-ce que c'est? Un traumatisme, c'est une expérience à émotion intense non assimilée. Et tant que ce n'est pas assimilé, ça devient un blocage émotionnel et donc ça va créer, ça va engendrer, ça va avoir cet effet domino par la suite. Donc c'est dès un très jeune âge de pouvoir accompagner consciemment l'enfant à apprendre comment assimiler ses émotions. Et alors le sentiment de ne pas être respecté dans sa différence, voilà. Hein, le mouton noir de la famille, je pense que beaucoup d'entre nous ont connu ça. Je suis la différente de la famille, je suis la bizarroïde de la famille, je suis celle qui ne rentre pas dans le moule, où on se pose la question, mon Dieu, mais ma famille, mais j'ai l'impression que je suis une extraterrestre dans ma famille. Ça, c'est ma famille, moi je ne les comprends pas, j'ai l'impression que je viens d'un autre monde et ainsi de suite. J'imagine que ça résonne pour certains d'entre vous. Donc voilà, c'est ne pas être respecté dans sa différence. Et donc c'est de chaque fois ramener l'enfant à être conforme à la norme dictée par l'éducation, par la société ou par l'environnement, que ce soit dans une communauté, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau culturel et ainsi de suite. Alors, les signes de la blessure du rejet, notamment, c'est donc, alors, dans vos relations humaines, que ce soit au niveau familial, avec vos parents, vos frères, vos sœurs, mais aussi votre partenaire, vos enfants, aussi au niveau de vos collègues, de vos amis, c'est d'avoir des comportements évitants.
ou des éléments qui sont ramenés à la surface, on va éviter. On va éviter de parler de certaines choses. Ou quand il y a un conflit, on va éviter le conflit. Donc, on ne va surtout pas rentrer dans le vif du sujet pour parler, partager ses émotions, sa vulnérabilité. Donc, on va éviter. On va porter des masques. Bonsoir, Michel. On va porter des masques. Le masque, par exemple, celui qui sourit tout le temps. Tout va bien. En fait, rien va bien, mais on prétend que tout va bien. Alors, je ne dis pas que de temps en temps, se mettre un sourire sur le visage, ça peut aider dans la physionomie, c'est important, mais il faut aller voir ce qui se passe derrière. Donc les masques sociaux, ça, on est tous des astres à emporter parce qu'il ne faut surtout pas trop montrer en public parce que, oh là là, Dieu seul sait qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que les gens vont penser de nous et comment les gens vont nous juger et ainsi de suite. L'isolement, des personnes qui ont vraiment du mal à pouvoir côtoyer, interagir avec d'autres personnes ou s'isolent pas mal. Alors, l'isolement devient de plus en plus présent quand la personne, c'est-à-dire quand la blessure commence à prendre de plus en plus de place et d'espace dans sa vie au quotidien. Et que c'est tellement trop pesant et que les événements de la vie sont tellement trop intenses, tout simplement parce que la personne refuse chaque fois d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, inconsciemment, elle va s'isoler. C'est un moyen, c'est un mécanisme de défense. On va plus parler en détail sur le mécanisme de défense créé par le mental et le subconscient par rapport aux blessures lors du défi. Les états dépressifs, ben voilà, donc ça c'est notamment des signes de la blessure de rejet. Il y a un trop plein, et donc ben, il y a, alors dites on va dire une situation de, moi j'appelle ça plutôt de la décompression. Il y a eu tellement de pression et de pression et de pression que le corps, à un moment, il doit décompresser. C'est comme la cocotte minute là où ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Le couvercle il est dessus, il est dessus. Ben, à un moment, la vapeur, elle doit dégager ou sinon le truc va exploser. Donc pour notre corps, il est tellement intelligent et bien fait. C'est une machine divine, magnifique. Il est très intelligent, notre corps. Et on va aussi en parler plus lors du défi de comment apprendre à écouter notre corps. Notre corps nous parle tout le temps et sans cesse. Sauf qu'on nous a appris à surtout bien se détacher de notre corps et de voir notre corps comme quelque chose de séparé de nous, d'une manière ou d'une autre, et donc de ne pas voir ça comme une unité, une fusion. Notre corps nous parle à chaque seconde de notre euh, exploration ici de vie sur cette terre. Et le plus qu'on en prend conscience, le plus qu'on est à l'écoute, le plus qu'on va pouvoir prévenir plein de choses. Parce que notre corps, il nous fait des sonnettes d'alarme pendant longtemps avant qu'il y ait, par exemple, une maladie ou une dépression qui arrive. Coucou Magali, nous a envoyé plein de sonnettes d'alarme, plein, 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 plein. Sauf qu'on l'a mis de côté, on fait abstraction on se dit c'est pas grave, ça va passer. Alors oui, ça va passer. Et puis ça revient après. Et oh, ça va repasser. Et puis ça revient après. Notre corps nous parle, sauf qu'on ne nous a pas appris comment comprendre les signaux que notre corps nous transmet. Le moment où on en prend conscience de comment pouvoir communiquer avec notre corps, littéralement, donc recevoir ces messages, déchiffrer ces messages, comprendre ce qu'il dit et maintenant réagir par rapport à ce qu'il nous a dit, ça change toute la donne. Les colères implosives ou impulsives, j'ai envie de dire, une étincelle, on explose, on fait péter la baraque, des petites choses et on se dit, mais c'était un conflit, je me suis mis en colère, je me suis bagarré et souvent, qu'est-ce qu'on dit? Et c'était pour une futilité. C'était pour un rien, c'était pour trois fois rien. Mais parce qu'on a empilé, 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 empilé tellement de choses qu'il suffit d'une étincelle et ça explose, c'est de la dynamite. Donc, tout ça, ce sont des signes de la blessure du rejet. L'immaturité affective. Donc ici, on arrive vraiment à je te fais du mal, tu me fais du mal, je te refais du mal, je te donne un coup de pied, tu me donnes un coup de pied, tu me donnes un coup de pied, ben, je vais t'en redonner un autre. Et tu m'as fait du mal, ben, je vais me souvenir de ce que tu as fait. Je ne te donnerai pas d'amour tant que toi, tu ne m'as pas reconnu. Si tu me reconnais, tu recevras quelque chose, et ainsi de suite. De l'immaturité affective.
On a de la personnalité, donc la personnalité de type dépendant. Donc ici, on parle de dépendance affective. Donc on a l'impression que l'autre, c'est notre oxygène. Si on n'a pas cette autre personne présente dans notre vie, on ne vit pas, on est mort. Il y a une partie de nous qui n'existe plus. Je ne sais pas si ça résonne pour certains d'entre vous. Moi, j'ai eu beaucoup ça, la dépendance affective dans mes vies amoureuses. Donc chez moi, ça s'est traduit dans mes vies amoureuses. Pas au niveau social, donc pas au niveau de mes amis, mais par contre dans ma vie amoureuse. Alors ça ne doit pas être le cas pour tout le monde, mais ça va se traduire d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec des parents, nos frères, nos sœurs, au niveau amoureux, au niveau amical, au niveau des enfants aussi, où les enfants sont soi-disant là pour combler notre manque d'amour et notre manque de reconnaissance. On va projeter ça sur nos enfants et donc on va demander à nos enfants de remplir un rôle qui ne leur appartient pas. Donc, on dit, pour les personnes, vous avez peut-être entendu, je vis à travers mes enfants. Ma mère, c'était comme ça. Elle vivait à travers ses enfants. Alors, elle a fait du mieux que je peux, et j'en suis consciente aujourd'hui. Mais à l'époque, ça créait une dépendance affective et de la manipulation affective. Et du coup, quand moi, je remplissais pas ce rôle, je me sentais coupable de ne pas remplir ce rôle. Je m'en voulais de ne pas remplir ce rôle. J'en étais pas consciente que c'était ce rôle-là. Mais quand je lui donnais pas ce qu'elle demandait, ah, elle t'envoie des critiques, elle te fait sentir coupable, tu as l'impression elle te fait sentir coupable. C'est son schéma à elle pour combler ses besoins. J'en ai pris conscience, ça m'a pris du temps de m'en libérer, d'accepter tout ça. Mais au moment où je me libère et j'accepte ça, ben, du coup, je suis libre. Aujourd'hui, ma maman, elle travaille beaucoup sur elle-même. Pour beaucoup de schémas, elle reste fidèle à elle-même parce qu'elle atteint un certain âge où c'est plus difficile, on va dire, de changer si la volonté n'est pas là. Mais aujourd'hui, je l'accepte telle qu'elle est. Et par contre, plus rien, ça ne me touche plus. Parce que moi, j'ai libéré ça en moi. Parce que je sais que ça lui appartient, ça ne m'appartient pas. Et que c'est OK que je sois différente d'elle. Et que c'est OK que je vienne titiller des choses elle aurait voulu vivre, mais qu'elle n'a pas osé vivre. Et qu'elle a projeté ses insécurités sur moi. Et qu'elle a projeté tous ces concepts de quelle est la norme sociétale, comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut s'habiller, et ainsi de suite. J'ai accepté ça, mais ça lui appartient. Aujourd'hui, je m'affirme et je m'accepte et je m'assume. Et qu'elle le prend ou qu'elle ne le prend pas, c'est OK. Et vous allez voir, le plus que vous êtes d'accord avec qui vous êtes, le plus que les autres vont l'accepter. Parce qu'au fait, vous ne leur laissez pas le choix. Et du coup, vibratoirement, ils vont l'accepter, tout simplement. Alors, à la recherche d'une image, d'un imago parental, ok, le burn-out, ça c'est quelque chose qui est très, très, très courant dans notre société actuelle. On parle même, et ici je parle aussi notamment les adolescents qui ont énormément de problèmes d'identité, d'anxiété, de stress, limite de burn-out. Donc je parle même pas encore des adultes. Euh, Parce qu'au niveau des parents, ça ne suit pas non plus. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est pour ça que cette fois-ci, on va parler beaucoup plus aussi par rapport aux enfants. Le mal-être des enfants, le mal-être ou la maladie, donc le mal a dit ici le mal-être, ce n'est rien d'autre, c'est pour une grande partie les projections et les, euh, les, euh, oh, les traumatismes émotionnels non réglés, non libérés chez les parents qui sont projetés inconsciemment par les parents sur les enfants. Donc, si on reçoit et on voit que les enfants, ils ne sont pas bien dans leur peau, surtout les ados, ils ne sont pas bien dans leur peau, ils ont du mal à trouver leur place, ils sont très anxieux, ils sont très vite stressés, ils ont peur d'être rejetés, d'être critiqués et ainsi de suite. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, il y a vraiment un énorme travail à faire d'abord chez les parents. Chez les jeunes aussi, le travail peut être fait, mais si les parents ne changent pas, donc si l'environnement donc l'enfant change, mais l'environnement ne change pas les parents, l'enfant retombe dedans. C'est pour ça que l'environnement est excessivement important aussi quand on parle de transformation profonde. Il y a un travail aussi sur son environnement à faire. Et puis le sentiment de vide affectif. Ben voilà, donc c'est comme on n'a pas eu cet amour, cette reconnaissance, cette acceptation de qui on est, qu'on doit chaque fois se battre pour prouver que qui on est, que c'est OK d'être accepté tel qu'on est, et ainsi de suite. On a ce manque-là qui doit être constamment rempli, le sentiment de ce vide affectif. Et du coup, ce vide affectif, là, il est souvent rempli par ce qu'on appelle des addictions, que ce soit la cigarette, l'alcool,
la nourriture, des addictions souvent négatives. Mais il y a aussi des personnes qui ont ce qu'on appelle des addictions ou des schémas positifs, donc beaucoup de sport et d'autres exemples. Mais donc ici, le sentiment du vide affectif, notre être automatiquement va essayer de le combler d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, c'est souvent, ça va de pair avec des comportements ou des schémas négatifs. Se ronger les ongles, par exemple. Moi, j'étais la reine de me ronger les ongles, mais à un point où j'en saignais. Je saignais à me ronger les ongles et en plus, je m'arrachais la peau. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour certains d'entre vous. Je m'arrachais la peau des doigts. C'était compulsif, mais c'était une manière pour moi, c'était pour apaiser au fait la douleur intérieure, ce manque intérieur. Donc, ça devient... Voilà, c'était très... donc, moi, je suis passée par toutes les phases possibles et imaginables, hein. Donc, je suis passée par la drogue, l'alcool, je vous en passe des vertes et des pas mûres. Donc, tout ça, c'était pour combler ce vide. Mais tant qu'en fin de compte, je ne vais pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur, euh, c'est humain. Donc, notre subconscient, il est créé pour nous protéger. Donc, il va trouver des mécanismes de compensation. Voilà, j'espère que ça résonne pour vous. Alors, les effets des masques du rejet, donc c'est des gens qui parlent peu par exemple, ou qui s'expriment à voix très basse. On les entend presque pas. Et tu peux répéter, là, je t'ai pas entendu. Vas-y, parle un peu plus haut. Ou des gens qui n'osent pas parler en public, ou qui ont difficulté de parler en public, par exemple. Des gens qui vont se retirer facilement. Donc, quand il y a trop de personnes, coucou Lynn, bonsoir, elles vont se retirer ou se mettre en retrait par rapport au groupe ou à la masse. Ils vont fuir, donc ils ont du mal à prendre leur place, évidemment, le sentiment d'être invisible aux yeux des autres. Je comprends pas, pourtant, j'ai parlé, mais c'est comme si on m'a pas écouté. Je le regarde, je suis dans un groupe, mais c'est comme si je cherche le moment où je peux dire quelque chose. C'est le bon moment de placer quelque chose. Et au fait, c'est jamais le bon moment. Donc la personne ne va jamais trouver le bon moment de placer quelque chose. Euh, Par exemple, on a l'impression de dire, mais ouais, je suis invisible, pourtant je suis là. C'est comme si on ne me voit pas. J'imagine que ça parle pour certains d'entre vous. Donc le sentiment d'être invisible aux yeux des autres. La tendance au perfectionnisme. Alors ça c'était aussi un de mes grands points forts, la perfectionniste jusqu'au plus petit détail. Alors après, je suis passée complètement de l'autre côté au je m'en foutisme, donc comme antidote au perfectionnisme. Maintenant, j'ai retrouvé l'équilibre. Donc, c'est juste. Mais perfectionnisme au plus grand, pourquoi? Pour éviter d'être critiqué, d'être jugé et surtout d'être accepté, de dire waouh! Donc, moi, c'était waouh, Sophie, t'as super bien fait ça. Oh, yes, super, yes, on m'a reconnu, yes, yes. OK. Alors, ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'être fier de soi. On peut être très fier de ce qu'on fait. Aujourd'hui, je suis fière de ce que je mets en place, la manière comment je peux éduquer mes enfants, la manière comment je crée mon entreprise, comme je suis une entrepreneuse de lumière. Je peux être et maman et entrepreneuse. J'accompagne plein de personnes à pouvoir briller leur plein potentiel. Je suis ultra fière de moi, mais c'est plus pour combler un manque. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis dans la contribution. Donc, c'est autre chose. La contribution, c'est au-delà du manque de la reconnaissance et les besoins, on va aussi en parler lors justement du défi. Alors, sentiment de ne pas être digne d'être aimé. Ça aussi, c'est là. Bonsoir Nina. Je ne le mérite pas. Hein, je ne le mérite surtout pas. Foum, foum. Il faut se prouver 50 000 choses avant de oser mériter quelque chose. C'est le popcorn. Ok. Super, Sandra. Je lis un petit peu tard ton message. Euh, donc, voilà. Alors, déjà, on est des rois et des reines à s'auto-juger. Et donc, bon, bah, il faut vraiment qu'on prouve qu'on a le droit d'être aimé, qu'on a le droit de recevoir de la reconnaissance et ainsi de suite. Et alors, on peut être physiquement mince, frêle, ou on prend énormément de place physiquement, donc à travers du poids, parce que bah, prendre sa place, comme on a du mal à prendre sa place à travers sa présence, à travers la communication et ainsi de suite, bah, on essaye de le faire d'une autre manière. C'est aussi un mécanisme de protection.
Voilà. Et alors, ici, donc, et ça, c'était au fait pour moi la partie la plus importante du live de ce soir, c'est donc de comprendre le mécanisme de codage, d'encodage et de vibration, et donc comment on va attirer et recréer les choses dans notre vie pour que finalement on puisse prendre conscience qu'il est temps de libérer notre blessure. Donc, le trauma est vécu lors de l'enfance, la jeune enfance, petite enfance, jeune enfance, et cela va être encodé au niveau cérébral et au niveau cellulaire, et donc aussi au niveau de l'inconscient, donc du subconscient. Cela va créer par le mental, qui, et on va aller plus en détail lors de notre défi, Momentum Shift, des mécanismes de défense et de maintenant une fréquence, une vibration qui corrèle avec ce traumatisme. Donc, pour donner un exemple clair, en termes ce traumatisme vibre rouge, du coup, on va maintenant vibrer le rouge à l'intérieur. Si on parle de Hertz, en termes de vibration, on va dire que ce trauma, donc ce sont des émotions très basses, donc ça vibre très bas, on va dire ça vibre à peut-être 1 Hertz. Du coup, on va vibrer 1 Hertz beaucoup, souvent, dans plein de situations, et on va attirer, comme tout est vibration ici dans le monde, on va littéralement attirer, du coup, tout ce qui se trouve sur cette fréquence-là. Donc, comme nous, on vibre bas, ben, on va que vivre tout ce qui correspond à cette vibration. C'est pour ça qu'on dit quand on vibre haut, tout ce qui vibre plus bas que notre... Donc, imaginons qu'on vibre à du 10 Hertz, par exemple. Tout ce qui se trouve en dessous des 10 Hertz, on va même pas le rencontrer dans notre vie parce que c'est à une autre fréquence. Ça ne veut pas dire que ces choses, ces événements n'ont pas lieu. Ils sont là, mais nous, on ne va pas rentrer parce que les chemins ne se croisent pas. Tandis qu'on va croiser quoi? Tout ce qui vibre à du 10 Hertz. Ok. Donc ça, c'est au niveau, c'est pour mieux comprendre tout ce qui est fréquence et vibration. Du coup, comme on vibre ça maintenant, cette fréquence-là qui correspond à ce traumatisme, ça va renforcer notre encodage cérébral et cellulaire. Et comme on va continuer à vivre des choses encore et encore, eh ben, ça va venir réconfirmer chaque fois et encore, ah ben la vie c'est de la merde. Ah ouais, ben j'attire que des couillons ou des connasses dans ma vie. Ah ben on me coupe toujours la parole. Ah ben je suis pas vue. Ah ben on me respecte pas. Ah mais je ne suis pas écoutée. Ah mais si. Ah mais ça et ainsi de suite. Donc, chaque fois, comme tant qu'on vibre ça, toutes les expériences qu'on va vivre, du coup, vont chaque fois correspondre à cette vibration et vont venir reconfirmer ce que l'on pense parce qu'on n'a toujours pas libéré cette fréquence-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, ou plutôt de la loi de la résonance. Donc, on attire à nous ce qu'on vibre. Et donc, ces expériences sont revécues encore et encore et encore et encore. Et puis, il y a des personnes qui disent, ah ben pour moi, l'amour, ça n'aura jamais lieu. Ou pour moi, être heureux dans ma vie, je vais mettre une croix dessus et je vais plutôt me satisfaire avec une vie médiocre parce que pour moi, c'est pas dans les cartes. Pour les autres, oui, mais pas pour moi. Bah, la preuve, c'est que j'ai que vécu de la merde pendant ma vie et donc ça va pas. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour certains d'entre vous. Ça, c'est tout simplement parce que tant qu'on reste à une certaine vibration, ben, on va rencontrer, recréer encore et encore tout ce qui vibre à cette même vibration. C'est pas plus difficile que ça. Alors ici, je conçois, hein, donc intellectuellement, c'est très sympa d'expliquer ça comme ça. Au moins, il y a déjà cette compréhension. Maintenant, c'est au travail du ressenti que ça se passe. Donc quand on parle de libération, coucou Julie, quand on parle de libération émotionnelle, c'est de libération de trauma ou de blessures émotionnelles, ça se passe d'abord à travers le ressenti et puis à travers le réfléchi. Donc, c'est d'abord le ressenti et puis la tête. Donc, c'est d'abord le cœur et puis la tête. C'est pour ça qu'on dit que le cœur, c'est la boussole, ou c'est la connexion à notre âme, mais aussi c'est la boussole de notre vie. Le cœur va nous indiquer vers où aller et c'est le mental qui va nous permettre d'y accéder. C'est pas le mental qui va décider où aller, c'est le cœur qui nous dit où aller et le mental, c'est un outil pour mettre maintenant de concrétiser ce que le cœur nous dit. Donc le cœur, c'est le capitaine à bord et le mental, ça va être le bateau qui va nous permettre d'y accéder, d'y arriver du point A au point B. Et au cours de route, évidemment, il faut maintenir ce bateau. Donc maintenir, ça veut dire quoi? C'est comprendre comment notre mental fonctionne. C'est que donc on va parler de ça lors du momentum shift, de comment comprendre les peurs, de comment utiliser nos émotions en force, de transformer nos forces
en mouvement d'action et ainsi de suite. Le plus qu'on comprend ça, le plus qu'on va pouvoir littéralement devenir meilleur ami avec notre mental, qui est un magnifique outil, sauf qu'on ne nous a pas appris comment l'utiliser. Mais au moment où on sait comment l'utiliser, mais moi, c'est mon meilleur pote ici. Moi, je lui fais des doutes douces et je le remercie tous les jours d'être là parce qu'aujourd'hui, j'ai appris, je sais comment utiliser mon mental pour pouvoir aller là où je veux, c'est-à-dire là où mon cœur désire m'emmener. Quand tu parles de vibrations, ce sont les vibrations de Hawkins, le psychiatre. Non, c'est donc tout ce qui est fréquence vibratoire. Donc l'univers, ça c'est de la physique quantique, c'est vibration. Tout est de la vibration littéralement. Tout se trouve au niveau de Hertz. Donc, je ne vais pas en parler trop en détail ici parce que c'est pas l'objet aujourd'hui du live ce soir. Mais par contre, si tu veux, Julie, je pourrais en parler lors du live demain, si c'est OK pour toi. Du préchauffement, pardon, demain. Non, pas demain, samedi. Reiki, oui, les ondes vibratoires, tout est énergie. L'énergie, c'est les ondes. Ah, pardon, c'était Karine qui avait posé la question. Très bien, Julie, merci pour ta réponse. Top, je kiffe. All right. Voilà, donc tout est énergie, tout est vibration. Je vous invite, hop, on est déjà passé de l'autre côté. Donc, alors moi, je surkiffe la physique, tout ce qui est la physique quantique, du plus petit élément au plus grand. L'univers, tout est fractal, de fractal, de fractal, de fractal. Enfin voilà, si vous êtes intéressé de mieux comprendre tout ça, je vous invite à lire. Ça ne doit pas être forcément dans des trucs très difficiles. Après, je publie pas mal de choses au niveau de tout ce qui est la physique quantique, expliqué dans un langage, on va dire, plus simple, moins scientifique, mais pour comprendre le mécanisme derrière, c'est magnifique. Et le plus qu'on comprend, le plus qu'on peut implémenter et pratiquer des choses, et le plus que ça nous permet aussi coucou Aurore, de créer notre vie par rapport à ça. Et donc, alors, tant qu'on revit ces expériences, on a deux choix. Le premier, c'est de dire, ah ben, voilà, pour moi, la vie, c'est ça se résume à ça et ça ne va jamais changer. Et donc, il n'y a pas de prise de conscience. Et donc, on continue à vibrer, on continue à ressentir ces traumatismes et hop, le cycle continue. Et encore, et encore, et encore. Ou on prend conscience. On va travailler sur l'identification des différents niveaux. On va travailler sur la libération, libérer les mécanismes de défense, donc au niveau émotionnel, au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau du subconscient, au niveau de l'âme, au niveau vibratoire, donc les énergies aussi, car tout est énergie. Donc il y a l'énergie circulaire dans l'entièreté, les blocages énergétiques qu'on a aussi. On peut voir ça comme des programmes ou des croyances limitantes. Tout est un peu une manière de comment expliquer les choses. Et quand on va libérer les émotions, ça passe par le ressenti de la douleur. Là, je ne vais pas vous voiler la face. Donc, il n'y a pas une potion magique, on boit ça et puis c'est fini. On va aller ressentir maintenant la douleur associée aux blessures émotionnelles. Là, il n'y a pas de... voilà, ça ne va pas être des plumes. Je suis ultra honnête avec vous, mais comme on dit, après la pluie, le beau temps. Et c'est vrai, c'est tellement vrai, j'en suis la preuve vivante et tellement d'autres personnes que j'accompagne sont la preuve vivante de ça. Une fois qu'on va pouvoir ressentir ces douleurs profondes, on va les libérer. Donc, une émotion, comment est-ce qu'on la libère? C'est en la ressentant. Mais on va aller beaucoup plus en détail par rapport à ça lors du momentum shift. Et une fois qu'on a libéré, maintenant, il y a les prises de conscience. Pourquoi? Parce que le trop, là, il a été libéré. Et maintenant, comme il est libéré, d'un coup, on va voir des choses. C'est comme on avait donc nos lunettes qui étaient complètement remplies de buée. On va d'abord nettoyer cette buée et d'un coup, fou, on voit beaucoup plus clair. C'est souffrant et inconfortable. C'est inconfortable. Donc la souffrance, c'est pas, mais ça on va en voir au fait. Donc ça c'est un coach qui m'a dit ça et j'étais là, waouh, au fait il a vraiment pas tort du tout. Donc la douleur est nécessaire pour apprendre les choses. La souffrance c'est optionnel. Donc on décide de souffrir si on ne se permet pas de libérer nos émotions, nos blessures. Alors, ça va être de la douleur, mais ce n'est pas de la souffrance. La souffrance, c'est quoi? C'est le fait qu'on résiste de libérer, donc de ressentir la douleur de nos émotions.
Le moment où on accepte de ressentir ces douleurs émotionnelles, elles vont nous traverser. On n'est pas colère. La colère nous traverse. On s'est senti en colère. Et d'ailleurs, on va aussi parler de ça, notre monologue. Donc, comment on dit les choses? Souvent, on dit je suis en colère. Mais on n'est pas colère. On ressent de la colère. Donc, déjà, la manière d'utiliser des mots va beaucoup redéfinir votre manière de concevoir, de comprendre et d'interagir. Et donc, ça vous permet d'avoir des prises de conscience, d'aller maintenant à la phase d'acceptation et du pardon. Et une fois qu'on permet ça, ça nous permet, donc maintenant on a le choix conscient de dire, OK, là je veux, et ça nous permet de guérir et de transcender nos blessures émotionnelles. Voilà, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, hop là. Alors, je regarde un petit peu le temps. Quelle heure est-il? Ah ben, tout juste, il est 20h08. All right. Je pense que pour aujourd'hui, on a vu pas mal de choses. Alors, je regarde un petit peu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Est-ce que ça a résonné pour vous? Pardon, est-ce que vous êtes motivé à participer au Momentum Shift où on va aller encore plus en profondeur dans tout ce qui a été vu pour aujourd'hui? Donc, je regarde un petit peu, je vous laisse quelques instants de voir. Merci, toujours intéressant. Merci Julie. Karine, merci beaucoup. J'ai adoré comment tu vois les choses. Ah, cool, bah top, ça résonne, Sandra, super. Merci Karine, merci Sandra, merci Julie. Donc c'est euh, vous allez voir, voilà, j'ai un franc-parler. Euh, je rigole souvent de moi-même, donc je me fous de ma propre gueule, mais c'est très bien. Aujourd'hui, j'aime beaucoup, ça résonne ça résonne et résonne. Ah, j'aime bien le jeu de mots, Julie. Top, cool. Yes, all right. Alors, ben, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres questions, oui, ben oui, forcément, Elodie, vu que tu le suis en live via le chat du groupe. Ça va pour toi, Julie? Yes. Les autres, je pense que vous êtes aussi dedans. Est-ce que ici, j'ai de quoi partager? Attends, j'ai peut-être... Est-ce que j'arrive? Je vais regarder. Donnez-moi juste un instant. Et je vais déjà clôturer l'enregistrement. Mhm.